Et donc il faut qu'à un moment, les Français puissent être là pour dire nous ne soutenons ni le haut, ni la haine du haut, ni la haine du bas. Nous sommes Français, nous entendons rester Français et donc nous allons apporter tout notre soutien massif à ce que nous considérons comme encore Français, c'est-à-dire nos forces de l'ordre. Jean Messia, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et haut fonctionnaire. On vous connaît président du cercle de réflexion de Vivre Français. Vous êtes invité quasi permanent de CNews. Vous êtes le bourreau des esprits faux et consensuels. Vous êtes provocateur, on peut le dire, hein, farceur à l'occasion même. Et vous incarnez assez bien l'esprit boulevard Voltaire. Merci d'ouvrir cette nouvelle saison avec nous de nos grands entretiens du week-end qui reprennent donc tous les samedis sur notre site web et le dimanche à 18h sur YouTube. Alors, première question, Jean Messia. D'abord, je voulais qu'on parle un peu de Sefa, qui est cet ado de 16 ans, qui est en état de mort cérébrale après une collision avec une voiture de police ce mercredi 6 septembre dans les Yvelines. Bis repetita, ça rappelle évidemment l'affaire Naël. Il y a un vent de fronde en banlieue, un procès, 2 policiers qui ont été placés en garde à vue. Est-ce que c'est une nouvelle affaire Naël? Qu'est-ce que ça révèle, presque ce copier-coller de l'actualité? Écoutez, je ne pense pas que ça soit une deuxième affaire Naël, dans la mesure où là, d'après mes informations, le jeune homme qui circulait avec une moto non immatriculée, qui pratiquait un rodéo urbain, en fait, il a fait un accident avec une voiture de police après un refus d'obtempérer. Donc les photos sont très claires. Le jeune est rentré dans la portière côté conducteur de la voiture de police. Donc, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans un espèce de mensonge éhonté dont il a la spécialité, ce n'est pas une voiture de police qui a percuté la moto du jeune Sefa qui a entraîné sa mort cérébrale, c'est le jeune Sefa qui a percuté la voiture de police dans la portière côté conducteur, donc c'est un choc latéral, et c'est suite à cela qu'il a été grièvement blessé. Bon. Donc là, si vous voulez, la police n'y est pour rien. Il n'y a pas de tir, il n'y a pas une voiture de police qui a délibérément foncé ou qui l'a percuté pour le faire tomber. On n'en est pas là. Ce qui est bizarre, c'est que le discours de la gauche et de l'extrême gauche, quelles que soient les circonstances, est invariablement le même. C'est toujours la faute de la police. À peine le drame intervenu, immédiatement les policiers sont placés en garde à vue, harcelés administrativement, peut-être même judiciairement, qui sait. Je ne comprends pas très bien à quoi joue le pouvoir en fait, parce que quand vous avez parlé de la multiplication des affaires, mais il y a, ce n'est pas la police qui tue, contrairement à ce que dit la gauche et l'extrême gauche. Ce n'est pas non plus des violences policières fantasmagoriques qui tuent. La seule chose qui tue, c'est le refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer tue, oui, ou peut tuer. Bon, il semblerait que le pouvoir ait décidé, de manière subreptice et tacite, de sacrifier les forces de l'ordre sur l'autel de l'apaisement dans les quartiers. C'est-à-dire qu'ils pensent que, en disant haro publiquement sur la police, dès qu'elle est impliquée dans la moindre arrestation, dans le moindre refus d'obtempérer qui tourne mal, c'est comme s'ils se lavaient les mains devant les zones de non-France en disant, vous voyez, les policiers, c'est toujours eux les coupables et on va les mettre en garde à vue et on va les traduire en justice et on va les embastiller préventivement. Mais surtout, ne vous soulevez pas et ne faites pas d'émeutes. Bon. Donc, vous savez, la politique d'apaisement, c'est une politique munichoise. Hein. L'apaisement d'aujourd'hui, en termes, je dirais, de stratégie politique, il a toujours et partout et à toutes les époques les mêmes effets, c'est-à-dire aggraver le processus que l'on cherche à arrêter en donnant des gages.
Oui, où peut mener justement cet enfouissement, cette démission finalement de l'autorité publique dans les quartiers? Sinon, est-ce que ça peut leur donner justement un surcroît de confiance en eux? On voit que les trafiquants de drogue sont quand même pas paniqués par le poids de l'État et de la police. Est-ce que ça peut aller au-delà? Ben, vous savez, il faut être très clair. Les forces de l'ordre sont le dernier rempart de la France dans certains quartiers. C'est la seule chose de français qui reste et qui rentre dans certains quartiers. Donc, il est évident que le système antinational qui dirige la France depuis une quarantaine d'années, avec cette idéologie qui consiste à nous faire croire que la France est coupable de tous les maux, que la France est un pays abominable, que la France est un pays raciste, antisémite, colonisateur, coupable de crimes contre l'humanité, qui n'a aucune culture, pourquoi ce système soutiendrait finalement des forces de l'ordre qui sont la quintessence de ce que peut être encore la France dans certains quartiers? Si vous voulez, il y a une double haine au milieu desquelles nos forces de l'ordre se trouvent. Il y a la haine des racailles issues de certaines immigrations qui vouent une haine viscérale à notre pays, haine alimentée à la fois par le communautarisme islamique, mais aussi par une forme d'esprit revanchard par rapport à l'idéologie 68arde à laquelle ils ont été biberonnés, qui leur explique que leurs parents ont été colonisés par la France, qu'ils ont été brimés par la France, etc. Donc ça, c'est la haine anti-française par le bas, et vous avez la haine anti-française par le haut, c'est-à-dire par toute la classe dirigeante médiatico-politique qui est la France et qui veut en finir avec la France. Quand il nous parle d'Europe, c'est pour en finir avec la France. Quand il nous parle de mondialisation, c'est pour en finir avec la France. Et ces deux haines sont, en quelque sorte, dans une forme de coopération et d'entendement tacite. Et c'est les deux lames d'un ciseau au milieu duquel se trouvent les forces de l'ordre. Sont prises en tenaille, si vous voulez. Et donc, il faut qu'à un moment, les Français puissent être là pour dire « Nous ne soutenons ni le haut, ni la haine du haut, ni la haine du bas. Nous sommes Français, nous entendons rester Français, et donc nous allons apporter tout notre soutien massif à ce que nous considérons comme encore français, c'est-à-dire nos forces de l'ordre. » Alors justement, vous avez fait un pas, vous, dans cette direction, avec votre cagnotte, là, qui a récolté la somme incroyable de 1 600 000 €, un peu plus. Est-ce que vous avez rencontré la famille du policier? Je crois que oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce policier, Jean Messia? Et plus largement, qu'est-ce que ça signifie de la société française, qui a l'air de se mobiliser dans le sens que vous venez de décrire? Oui. Si vous voulez, moi, évidemment, je suis en contact avec l'épouse du policier depuis le début, puisque c'est en son nom que cette cagnotte a été ouverte. Et je tiens encore à préciser et à rappeler que la cagnotte a été ouverte avec comme seule bénéficiaire la femme du policier. Le relevé d'identité bancaire qui a été transmis à la plateforme GoFundMe lorsque la cagnotte a été ouverte était celui de la femme du policier, et qu'aucun argent n'a transité par une tierce personne et surtout pas par moi. Voilà. Donc l'intégralité de cette cagnotte a été reversée à la famille de ce policier, ce que d'ailleurs plusieurs médias ont pu aisément vérifier auprès des gestionnaires de la plateforme GoFundMe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'entre vous et moi, si cette cagnotte avait plafonné à 1 000 ou 2 000 € ou 5 000 €, est-ce qu'on en aurait parlé? Non. C'est certain. Voilà. Pourquoi on en a parlé? Parce que, évidemment, que lorsqu'elle atteint 1,6 million, il y a là quelque chose qui va au-delà d'un simple soutien à une famille de policiers accablés. Il faut y voir un symbole politique. C'est comme si, à travers cette cagnotte, toute une France qui est inhibée, qui est interdite de parole parce que, à chaque fois qu'elle parle pour se défendre, on lui assène les termes de raciste, de haineux, de xénophobe, d'islamophobe et je ne sais quoi encore. Donc cette France est interdite de parole, elle a peur de parler, elle a peur de s'exprimer, elle ne s'exprime pas dans la rue, elle ne s'exprime pas non plus dans les médias. Et donc elle a vu dans cette cagnotte une sorte d'exutoire à une colère sourde qui bout depuis des années et à laquelle la cagnotte a répondu, lui permettant de se décharger en quelque sorte. Et c'est pour ça que c'est devenu un symbole politique.
Quand vous pensez que le président Emmanuel Macron a cru bon de se précipiter dans un commissariat à l'instant où la cagnotte a atteint 1 million d'euros, il faut y voir un symbole très fort et une peur très forte. Le même président qui avait de manière gratuite annoncé, alors même qu'on ne savait rien, dans les minutes suivant la mort de Naël, il avait parlé de gestes inexcusables. Alors que personne ne savait à ce moment-là qu'est-ce qui s'était vraiment passé et que le policier, à cet instant-là, comme n'importe quel citoyen, est présumé innocent. Ce même président, qui donc, dans cette prise de parole, a accablé le policier, a cru bon de se précipiter dans un commissariat pour apporter un soutien, pour le moins factice, à la police lorsque la cagnotte a atteint 1 million d'euros. Quand vous pensez qu'à cette occasion, cette cagnotte, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en a parlé. Le ministre de l'Intérieur en a parlé. La première ministre en a parlé. C'est qu'il y avait quelque chose de dérangeant. Ils ne pouvaient pas soutenir la cagnotte parce que c'est contraire à leur idéologie antinationale et anti-française. Mais ils ne pouvaient pas non plus dire qu'ils critiquaient la cagnotte, ce qui les aurait démasqués et dévoilés en disant qu'ils sont du côté de la chienlit. Voilà. Donc, c'était pour le moins embarrassant en ce qui les concerne. Oui, et qu'il lâchait les forces de l'ordre. Exactement. Alors, le policier, aujourd'hui, est-ce que vous avez de ses nouvelles? Il est toujours en prison. Il est toujours en prison. Ouais. Bon, il tient le coup. Si vous avez des contacts, j'ai pas de contact. Je sais que jusqu'à une période assez récente, il était même interdit de voir sa famille. Ce qui est quand même, quand on ajoute, si vous voulez, l'exemple de ce policier Florian, de son nom, qui est embastillé depuis l'affaire Naël, à qui on a interdit de voir sa famille au parloir, c'est quand même invraisemblable. Si on ajoute cette histoire aux policiers de Marseille qui ont été embastillés préventivement pendant 40 jours, il faut quand même rappeler que la prison préventive, c'est une mesure qui est décidée par la justice parce qu'on a peur que dans l'attente du procès, la personne enfermée préventivement puisse réitérer son acte criminel et donc représenterait un danger pour la société. Mais d'où Jésus? Quel danger représentent des gens, des officiers ou des agents de police qui ont sacrifié leur vie à défendre la France au service de l'uniforme? Quand on pense que dans le même mouvement, la justice est incapable d'incarcérer préventivement de véritables ordures qui ont violé, qui ont massacré, qui ont une trajectoire criminelle que n'importe qui aurait le haut le cœur en la voyant et que la justice est capable de dire non, non, mon petit, on te libère en attendant ton procès, on marche sur la tête. Et donc c'est pour ça aussi que j'apporte mon soutien aux forces de l'ordre, parce que j'estime que, indépendamment des médias qui ne les soutiennent pas, indépendamment de la gauche et de l'extrême gauche qui les accablent, il y a aussi une forme de harcèlement administratif et judiciaire à leur endroit qui est proprement débectant. Alors on va venir à votre initiative, mais juste avant, pour en finir avec l'affaire Naël, donc on a bien vu, vous en avez parlé, que ça avait mobilisé le pouvoir, ça a mobilisé aussi beaucoup l'extrême gauche, cette affaire, et cette cagnotte. Où est-ce que vous en êtes sur le plan judiciaire, puisqu'il y a eu un échange de procès dans cette affaire? La plainte de la famille de Naël a été acceptée très vite, la vôtre était un peu en panne, où est-ce qu'elle en est? Dans la droite file de l'esprit munichois dont je vous parlais, le parquet a cru bon d'ouvrir droit en 24 heures à la plainte déposée par la famille de Naël à mon encontre, dont les chefs d'accusation, rappelons-le, escroquerie en bande organisée et manœuvre frauduleuse. Donc évidemment, vous lancez cette accusation à la cantonade, les gens ne réfléchissent pas. Ils s'imaginent que derrière cette cagnotte, il y a Cosa Nostra. Or, escroquerie en bande organisée, si on prend juste le temps, 1 minute, de réfléchir à la réalité de ce que revêt cette accusation. Qui est la bande organisée? Alors, une bande à vous tout seul. Est-ce que je suis une bande à moi tout seul? Alors on me dit non, vous avez escroqué les donateurs. Très bien, mais est-ce qu'un donateur a porté plainte contre moi ou contre la famille du policier en s'estimant escroqué? Non. Et à supposer que les donateurs s'estiment lésés ou escroqués, est-ce qu'ils ont conféré à la famille de Naël une procuration pour porter plainte en leur nom? Ça n'a ni queue ni tête.
Donc, je veux dire, j'ai présenté, si vous voulez, le chef d'accusation à plusieurs hommes de loi, des anciens magistrats, des avocats spécialisés. Ils sont tous morts de rire. Ça ne vaut strictement rien. Mais malgré ça, le parquet, et je le dis solennellement, a fait une instrumentalisation de la justice pour tenter de calmer les émeutes en banlieue. Donc lorsque l'on me dit que la justice juge en droit, qu'elle n'est pas dépendante de l'écume contextuelle extérieure et qu'elle est là juste pour juger sur le fond en toute neutralité, impartialité, de manière étanche par rapport à ce qui se passe, c'est faux. La preuve, c'est que moi, au départ, la cagnotte que j'ai lancée pour la famille du policier, elle n'était pas contre la famille de Naël. Moi, je respecte la famille de Naël, j'ai rien contre elle. Et je comprends que des familles puissent être dans la douleur après avoir été endeuillées par la disparition d'un être cher. C'est compréhensible, quelles que soient les conditions et quel que soit le profil de la personne. C'est bien de le dire. Ouais. Mais, donc, je n'avais rien contre la famille de Naël. Je ne vois pas pourquoi la famille de Naël m'attaque moi, alors que moi, je ne fais qu'aider la famille d'un policier qui est prise dans la tourmente après qu'on ait décidé d'embastiller le policier impliqué. Bon, donc j'ai porté plainte. Bizarrement, là, sur les mêmes motifs, hein, juste pour voir si la symétrisation et juste pour voir si le parquet avait cette lecture si neutre qu'il prétend avoir. Quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'une plainte pour escroquerie en bande organisée et manœuvre frauduleuse, dans un cas, elle est acceptée en 24 heures, alors que ses motifs sont parfaitement fallacieux et farfelus. Et dans mon cas à moi, ça fait maintenant plus d'un mois et demi, je n'ai aucun retour du parquet. Pourquoi? Et je pose la question solennellement aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi cette différence de traitement? Pourquoi ce deux poids deux mesures? La question mérite d'être posée. Les forces de l'ordre ne sont soutenues par personne, c'est ce que vous nous avez dit, c'est ce que vous dites aussi, Jean Messia, en appelant à une manifestation à Paris en soutien aux policiers le 30 septembre prochain. Alors pourquoi cette initiative? Est-ce qu'il y a là encore, comme avec la cagnotte, un peu de provocation? Non, parce que si vous voulez, j'en ai vraiment ras l'oignon. Qu'on laisse la rue à la gauche et à l'extrême gauche et à toutes les racailles possibles et imaginables qui en permanence vocifèrent au point que certains médias croient qu'ils sont majoritaires et que ces racailles-là résument le peuple, alors qu'ils ne constituent qu'une tâche invisible à l'œil nu dans la grande masse du peuple français. Je rappelle quand même que le 23 septembre, il y a une manifestation qui a été autorisée par la préfecture, dont le mot d'ordre est manifesté contre les violences policières et dont les slogans c'est « la police tue ». Donc, moi j'invite tous les Français qui sont scandalisés par ce traitement et ces insultes faits à la police, qui fait son travail dans des conditions très difficiles, et on l'a vu au moment de la récente insurrection des zones de non-France, au cours desquels, je rappelle, plus de 1100 policiers et gendarmes ont été blessés, dont plusieurs dizaines grièvement. Je veux faire un appel solennel au peuple français pour qu'il descende dans la rue le 30 septembre pour dire qu'il est derrière ces forces de l'ordre face à la chienlit. C'est un soutien aux forces de l'ordre pour montrer de quel côté est véritablement la France. Je rappelle quand même que vous avez des sondages qui montrent qu'une écrasante majorité de Français, quand je dis une écrasante majorité, c'est plus des 3/4, soutiennent les forces de l'ordre. Et ce soutien est confirmé dans tous les sondages successifs. Il est maintenant temps de transformer les chiffres des sondages en chiffres dans la rue, parce qu'il n'y a que ça que l'on comprend. Si la manifestation du 30 septembre rassemble des centaines de milliers de personnes, alors là, ils sauront de quel côté est la France. Je veux réitérer cette France qui est descendue dans la rue en 68 pour soutenir, soutenir le général de Gaulle, alors même qu'à l'époque, tout le monde croyait que le mouvement de mai 68 était majoritaire. La France silencieuse en 68 est celle qui est devenue la plus massive dans les rues la même année après le mouvement de 68. Donc aujourd'hui, je veux que la France silencieuse, celle qui s'exprime dans les sondages, celle qui exprime sa colère
partout, sur tous les supports à sa disposition, soit le 30 septembre massivement représenté dans la rue. On suivra ça de très près à Boulevard Voltaire, cette belle initiative. Jean Messia, est-ce que vous êtes devenu la bête noire des banlieues? Est-ce que vous vous protégez? Est-ce que vous vous sentez menacé ou pas du tout? Je ne me protège pas parce que, enfin, je me protège moi-même, oui, je me protège moi-même, mais je ne me protège pas au sens où j'ai pas de sécurité privée, de garde du corps. J'ai à plusieurs reprises demandé une protection au ministre Gérald Darmanin qui ne m'a jamais répondu. Donc voilà, j'ai pas de, je pense que Gérald Darmanin est occupé à protéger Louis Boyard et ceux qui vomissent leur bile sur la police à longueur de journée, mais préfère ne pas protéger quelqu'un qui aime la France et qui soutient les forces de l'ordre dont il se dit ministre. C'est comme ça. Donc bon, voilà, la bête noire des banlieues, j'en sais rien. Moi, je m'adresse, il y a beaucoup de gens issus de la diversité qui me soutiennent. Beaucoup de gens qui sont issus de la diversité, qui ne comprennent pas pourquoi il faudrait être systématiquement derrière les délinquants et les criminels, et qui en ont marre qu'on les associe à ça. Voilà. Donc, moi, j'invite tous ceux qui veulent défendre l'ordre, et croyez-moi qu'il y a beaucoup de Français de toutes les origines qui en ont ras-le-bol de cette chienlit dont il faut rappeler que les premières victimes sont les Français d'origine immigrée qui habitent dans les banlieues. Voilà. Donc vous pouvez faire changer les choses en envoyant un message fort le 30 septembre. Absolument, on a noté la date. Alors, autre sujet, c'est la rentrée des classes. Dans cette rentrée, on a noté 298 abayas qui ont fait aussi leur rentrée des classes. 70% de ces abayas ont été retirés par les élèves, ce qui ont été un petit peu incités par la direction des collèges. Est-ce qu'il faut remercier, applaudir Gabriel Attal? Est-ce qu'on assiste à un retournement du président Macron sur cette question qui était jusqu'alors gérée par Pap Ndiaye de manière assez différente, ça ne vous aura pas échappé. Et puis, deuxième question, 67 de ces jeunes filles ont refusé d'enlever leur abaya. On a vu aussi la fronde, on peut le dire, du lycée de Stein. Est-ce qu'on n'a pas un risque de sécession ou en tout cas de colère de la part d'un certain nombre de collèges, de jeunes filles, de familles? Tout d'abord, moi je voudrais féliciter la décision de Gabriel Attal d'interdire l'abaya. Comme quoi c'est possible. Parce que rappelez-vous qu'avant cette décision-là, on avait tous les prétextes possibles et imaginables pour vous dire que ça ne pouvait pas le faire. On était dans une forme d'impossibilisme auquel d'ailleurs, de manière générale, les Français sont soumis dans tous les domaines depuis des années. Bon. Donc quand on veut, on peut. On l'a interdit. Bon. Oui. Et comme quoi, Jean Messia peut aussi tirer son chapeau de temps en temps au gouvernement Macron. Quand il va dans le bon sens, j'ai pas de quand il va dans le sens de la France, j'ai pas de raison. Vous savez, moi je suis pas sectaire. Quand l'intérêt national de la France est servi de près ou de loin, je ne peux que m'en féliciter, quelle que soit l'obédience politique de celui qui prend la décision. Bon. C'est une réponse en soi à ceux qui considèrent qu'on fait de l'opposition systématique. Mais on ne fait pas d'opposition systématique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'occasion de cette décision? Nous avions un gros herbivore zombifié qui était la République face à une somme de prédateurs carnivores dont le seul rêve était de dépecer ce corps zombifié. Bon. Ce zombie a levé une paupière. C'est la décision de Gabriel Attal. Et en levant cette paupière, ça s'est dégonflé. Parce qu'il faut quand même rappeler que qu'est-ce que c'est 268 abayas sur des millions de collégiens et de lycéens qui font leur rentrée et qui peuvent potentiellement être concernés par l'abaya. C'est rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la République prend une décision, eh bien les irrédentismes alter-identitaires s'écrasent, se couchent. Donc, c'est ce que Nietzsche appelait le triomphe de la volonté. Quand on a la volonté de faire appliquer quelque chose, toute volonté prédatrice, toute volonté suprémaciste en face, eh bien, vient percuter la volonté de l'État français. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, évidemment, vous me citez le cas des 67, mais ça, c'est epsilonesque. Et d'ailleurs, j'invite
ces jeunes filles qui ne peuvent pas vivre à l'école sans pouvoir retirer leur abaya, c'est respectable en soi. Moi, que des gens me disent qu'ils ont, une pratique de la religion qui les oblige à revêtir un vêtement particulier, je n'ai pas de problème en soi avec ça. Je dis juste que ça, ce n'est pas possible en France. Des gens qui veulent... Moi, je suis chrétien pratiquant, d'accord? Donc, je comprends parfaitement qu'il y ait des croyants d'autres religions qui se soumettent aux exigences de leurs croyances. J'ai tout mon respect avec ça. Je n'ai aucun problème, ni avec l'islam, ni avec le judaïsme, ni avec aucune religion. Je dis juste que l'identité française est une identité spécifique, à la fois chrétienne et républicaine, qui ne peut pas enchasser des us et des coutumes et des croyances religieuses qui sont en contradiction avec nos propres croyances religieuses et républicaines et laïques à nous. Donc ces jeunes filles qui veulent continuer à respecter leur religion, qui croient pouvoir continuer à respecter leur religion en revêtant des symboles spécifiques, il leur appartient d'aller vivre dans des pays confortablement où l'abaya est non seulement acceptée mais encouragée. C'est tout. À un moment, si vous voulez, comme disait le général de Gaulle, il faut se mettre en adéquation avec ses arrière-pensées. C'est ça. Mais est-ce que l'exemple de Stains et le coup de gueule des professeurs et de certains élèves et parents d'élèves vous paraît pouvoir faire tache d'huile? C'est-à-dire qu'évidemment que le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité dans les territoires dont l'islamisation est très avancée, sinon achevée. Vous avez aujourd'hui en France des territoires où la population est quasi exclusivement, sinon exclusivement, musulmane. Et c'est là, si vous voulez, où je ne comprends pas trop, parce que vous me citez Stains. Mais qu'est-ce qui a fait passer Stains d'une ville il y a 50 ans où il n'y avait pas ces problématiques, où personne n'avait entendu parler d'abaya, ou même de symboles religieux islamiques, à ce qui est devenu Stains aujourd'hui? C'est bien une politique d'immigration massive et incontrôlée qui fait venir majoritairement des musulmans pour les installer dans notre pays. Et c'est là, si vous voulez, où la décision de Gabriel Attal, si on la restitue dans le logiciel idéologique complet du gouvernement, pose quand même un problème en termes presque aporétiques. C'est une impasse logique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le même gouvernement se dit opposé à la limitation de l'immigration. Donc comment voulez-vous chaque année faire rentrer en France 500 000 personnes, légales et illégales, dont une grande majorité est musulmane, pour venir ensuite en aval regretter que les musulmans soient ce qu'ils sont, c'est-à-dire musulmans? C'est incroyable. C'est parfaitement résumé. Vous voyez, c'est contradictoire et c'est, encore une fois, c'est une aporie. C'est une aporie, c'est une impasse logique. Si vous voulez limiter l'islamisation de la France, dont l'abaya n'est qu'un des nombreux symptômes, que diantre commencer par limiter drastiquement le nombre d'immigrés arrivant en France, pour se donner les moyens de résoudre en aval les problèmes de communautarisme. Mais vous ne pouvez pas prétendre lutter en aval en permanence contre un phénomène dont vous continuez à alimenter l'amont. Je veux dire, c'est comme si vous aviez une fuite chez vous et vous passez votre temps à éponger les effets de la fuite sans jamais faire régler l'origine de la fuite. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous épuisez, vous vous époumonez et à la fin, la fuite est toujours là et ses symptômes sont toujours là. Absolument. Et on ne peut pas dire que le gouvernement ou le macronisme donne le moindre signe de velléité de ce côté-là. Exactement. C'est pour ça que je vous disais, moi, contrairement à ce qu'on croit et notre courant, il n'est haineux de personne, il ne stigmatise personne. Il veut juste de la cohérence et du respect de ce qu'est la France et son identité. C'est tout. Je veux dire, on est de même que le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie défendent âprement leur identité arabo-musulmane, avec sous les hurrahs des gaucho-progressistes français. Mais pourquoi vouloir absolument dénier à la France ce que l'on considère comme normal dans tous les autres pays du monde? On ne stigmatise personne. Les gens qui veulent vivre chez nous, parmi nous,
en étant comme nous, et j'en suis un exemple, les Français ne les rejettent pas. Mais, je veux dire, haïr ceux qui haïssent notre pays n'est pas de la haine. C'est une défense et un sursaut patriotique nécessaire. Aucun peuple du monde n'aime ceux qui le haïssent. C'est de la psychiatrie, ça. Et nul ne peut prétendre aimer son prochain en commençant par se détester lui-même. Alors, on est en plein dans le cœur, avec ce que vous venez de nous dire, au cœur de ce qui tracera, j'imagine, l'essentiel, la colonne vertébrale de la campagne européenne, en tout cas du côté de la droite, hein, LR, RN et Reconquête. Où est-ce que vous vous situez, vous, dans ce champ de la droite, désormais, avec votre think tank et Vivre Français, hein, et qu'est-ce que vous entrevoyez? Est-ce que j'ai l'impression que vous dites qu'il faut quand même prévoir un ralliement, au moins au second tour, à celui qui aura la puissance la plus importante dans les urnes? Alors, quel rôle est-ce que vous allez jouer pendant cette campagne? Moi, si vous voulez, quand j'ai créé l'Institut Apollon au début, qui est devenu l'Institut Vivre Français aujourd'hui, je n'avais qu'une seule idée en tête, hein, c'est travailler l'infrastructure programmatique pour œuvrer à une candidature unique du camp national. J'œuvre, voilà, de manière au back-office, si je puis me permettre cet anglicisme, à la réunification de toutes les forces qui veulent que la France reste la France. Et donc, aujourd'hui, je plaide et je milite pour un rassemblement républicain pour la reconquête. Pourquoi? Parce que rien ne sera possible sans l'électorat populaire du Rassemblement national. Rien ne sera possible sans l'expérience de gouvernement acquise par un certain nombre de cadres, les Républicains, dont le mouvement a quand même gouverné la France pendant 40 années, et pour lesquels il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre ce qu'ils pensent et ce que nous pensons. Quand vous discutez avec un Wauquiez, avec un Bellamy, avec un Ciotti, avec Lisnard, le maire de Cannes, il n'y a pas de différence majeure, fondamentale. Ce sont là des gens qui aiment la France et qui veulent servir la France et qui ont une expérience de gouvernement et d'administration. Et je dis pour la reconquête parce que rien ne sera possible sans la colonne vertébrale idéologique apportée par Reconquête et par Éric Zemmour. C'est le logiciel, le software, si vous voulez, du camp national. C'est lui qui apporte les idées à défendre dans un programme présidentiel. Donc le Rassemblement républicain pour la reconquête, c'est vraiment la tâche décisive et ultime que se donne l'Institut Vivre Français pour essayer de faire en sorte de rapprocher les points de vue et de ne pas partir dispersés aux élections. Est-ce que les ambitions personnelles vous paraissent conciliables avec cet objectif? Écoutez, j'ose espérer qu'au vu de la situation dramatique dans laquelle se trouve notre pays, on saura, notamment de la part de personnes qui prétendent aimer la France, qui se prétendent, comment dirais-je, patriotes, nationaux, j'ose espérer que la raison suprême de l'intérêt français l'emportera sur les querelles picrocolines liées à des ambitions et des destins personnels. Est-ce que vous avez une oreille intéressée, notamment au Rassemblement national, puisque c'est là que c'est eux qui ont l'essentiel des voix, donc c'est là que l'essentiel de la partie se joue? Vous savez, moi je cherche à influencer le rapprochement des électorats davantage que des cadres. Quand j'appelle à des manifestations, quand je crée l'Institut Vivre Français, à l'Institut Vivre Français, nous avons à peu près une dizaine de milliers de cotisants et près de 40 000 adhérents. On en a de tous les bords. On a des gens du Rassemblement national, on a des gens de Reconquête, on a des gens des Républicains, on a des gens des Patriotes, on a des gens de Debout la France. Donc c'est à ça véritablement que je travaille, c'est-à-dire à l'unification des électorats, parce que je veux que le mouvement vienne du bas. Si le haut est verrouillé, il faut travailler sur les électorats.
Dernière question, Jean Messia. Qu'est-ce qui permet d'espérer aujourd'hui? Vous avez vu des sondages qui sont quand même assez étonnants, qu'on n'a pas vu en tout cas depuis longtemps, pour la droite. Et il y a ces mots de Gérard Larcher sur l'immigration récemment que vous avez commenté. Il y a les chiffres de l'Institut Montaigne, qui est un think tank tout à fait centriste et qui fait quand même le constat de l'immigration. La conclusion, c'est que c'est très bien comme ça et qu'il faut continuer. Donc on peut être en désaccord avec la conclusion, mais le rapport, le constat, en tout cas, paraît aujourd'hui sur le drame de l'immigration assez banal. Qu'est-ce qui vous paraît le plus porteur pour une victoire à laquelle vous travaillez avec votre Institut Vivre Français? Si vous voulez, il est clair que l'enjeu identitaire et civilisationnel, existentiel même, il est majeur. On ne peut pas nous expliquer depuis 3 ans que l'immigration n'est pas le sujet de préoccupation majeure des Français, puisque vous avez tout un tas de sondages qui le relèguent à la 3e ou à la 4e position, en vous affirmant dans le même élan que c'est le pouvoir d'achat qui est invariablement au premier rang des occupations. Non que je nie que le pouvoir d'achat est une problématique importante, bien sûr, mais c'est une problématique importante parmi d'autres et au premier rang desquelles la question de l'immigration, de l'identité et de la sécurité. Alors, si vous faites un peu attention à ces sondages, vous verrez que la question de l'immigration et la question de la sécurité sont scindées. Or, aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup de Français, ils veulent réduire l'immigration parce que la composante migratoire de l'insécurité est massive, sinon majeure. Et donc si vous reposez la question au sein de ces sondages en disant est-ce que l'immigration et la sécurité, c'est votre problématique majeure, en fait quand on voit le pourcentage des deux réunis, si on les agrège, ça permet de passer largement au-dessus du pouvoir d'achat. Donc les sondages qui paraissent pour nous montrer que les Français n'ont pas cette préoccupation-là ne sont que des artefacts statistiques et sondagiers qui permettent d'occulter la réalité. Or, on voit bien que l'enjeu migratoire et l'enjeu sécuritaire, à travers les sondages que vous avez cités, est devenu presque consensuel. Mais le problème, si vous voulez, et vous l'avez fort justement souligné, c'est que on peut tous être d'accord que l'immigration est un sujet. Sauf que ce sujet, pour les uns, c'est un problème, pour les autres, c'est un projet. Si on veut une société multiculturelle, comme le système gaucho-progressiste depuis 40 ans cherche à le réaliser, l'immigration massive, c'est pas un problème, au contraire. C'est même une condition nécessaire pour aboutir à cette société multiculturelle d'un vivre ensemble bienheureux, qui est défendue depuis tant d'années par tout un tas d'idéologues de la gauche et du progressisme. Mais si vous pensez que l'immigration, en tout cas certaines d'entre elles, sont surreprésentées dans les statistiques de la délinquance et de la criminalité, tout en affirmant que l'immigration massive est un sujet, vous allez considérer que l'immigration est un problème. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui la majorité des Français considèrent que l'immigration est un problème ou si c'est un projet? Je crains que la majorité des Français, je me réjouis que la majorité des Français aujourd'hui considèrent que on a fait le plein et même le trop plein de la diversité et que maintenant il faut dire stop pour pouvoir se donner une chance, fût-ce infime, de régler les problèmes telluriques que l'invasion migratoire sur une 40aine d'années a provoqué sur notre territoire. Jean Messia, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site et notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à La Quotidienne, notre journal quotidien en ligne. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.